Ouais, tu vois, Gérard, je suis bien content d'être là parce que dans ton petit écrin là, de belles choses, de belles patines, tu sais, il y a presque une odeur de patine. J'adore ça, je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein de gens qui regardent tes Bien vitrines sûr. en passant. C'est très tentant de rentrer comme ça. Mais je suis venu te voir parce que je voulais avoir un petit peu une notion, tu sais, des notions de base de collectionneur. Je suis un peu tenté, mais je ne connais pas grand-chose. Je voulais que tu m'expliques un petit peu l'histoire Rolex, comment ça se passe, quelles sont les marques de fabrique, les marques de qualité d'une belle pièce de collection, tu vois, comment ça fonctionne. Voilà, je suis venu te voir pour ça. Je regardais la boutique, c'est toujours un plaisir de regarder tes vitrines, tu sais, avec les photos d'acteurs, parce que ça introduit bien le mythe Rolex, c'est un mythe, mais ce sont des acteurs mythiques aussi et Absolument. très élégant pour la plupart. Quand tu prends Paul Newman, Steve McQueen, c'est extraordinaire. Ça me rappelle un petit peu, tu sais, les tailleurs à Londres, Savile Row, où les grands acteurs s'habillaient quand tu vois des photos de costumes magnifiques, très élégants. C'est un petit peu ça. Mais je voudrais te poser une question. C'est quelque chose qui me dérange dans cette vitrine, si ça ne t'ennuie pas. Je vois la photo de Fidel Castro avec une belle Rolex au poignet, le Che avec une belle Rolex au poignet, et je me dis, bah quand même, les communistes, à l'époque, ils se payaient quand même des belles montres. Bien sûr, mais n'oublions pas que c'était tout d'abord des chefs de guerre qui vivaient dans un milieu hostile, dans la jungle. Il leur fallait des montres d'une grande résistance, d'une grande étanchéité, automatique naturellement, parce qu'ils n'avaient pas le SAV Rolex sous la main. Et n'oublions pas aussi qu'au niveau prix, c'est des montres à l'époque qui valaient pas plus cher qu'une lippe en or montée sur cuir. Ah oui, d'accord. Mais c'est eux qui se la payaient, la Bien montre, sûr, alors. bah, ils C'est pas pouvaient. l'État cubain Non, qui leur a ni payé. l'État ni les Américains. Ah oui, d'accord, d'accord. Parlant du mythe, c'est amusant parce que là, il y a une photo d'un Boeing 747. Et moi qui suis un ancien pilote de ligne, le 747, c'est l'avion mythique. Et c'est drôle parce que tu vois, il y a la Rolex de Belmondo. Tu vois, mythe contre mythe. Il y a toujours le mythe. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, en fait, ces montres sont devenues mythiques. Parce qu'il y a eu d'autres marques formidables, hein. Mais là, la Rolex, et surtout les Rolex vintage de ces époques-là, c'est devenu vraiment un mythe. Mais il faut dire que dans les années 70, ça ne se vendait pas très bien. C'était des montres qui étaient moins commerciales que les Omega ou que certains, ou même en France que la marque Lib. Mais arrivé dans les années 90, c'est les Italiens qui ont créé le mythe sur la marque Rolex, qui ont développé ce mythe-là. Et cette montre-là, naturellement, où Belmondo la porte sur 3 films, elle a fini aux enchères record à Genève. Ah ouais. Montre historique. Voilà. Je comprends très bien ce que tu m'expliques sur le mythe. Mais enfin, un mythe ne se crée pas comme ça, artificiellement. Et moi, je trouve, je ne sais pas si tu penses la même chose, ou si les collectionneurs pensent la même chose, mais je pense que la Rolex au poignet, la Rolex vintage, hein, des années 70, est très élégante, en fait. Et j'ai l'impression qu'on ne fait plus de montres aussi élégantes que ça. On fait plutôt du bling-bling un peu maintenant, non? Quand j'entends parler de Rolex, ça fait plutôt bling-bling. Et quand on voit ces vitrines-là, ce sont des merveilles, avec des cadrans, des patines magnifiques, et une élégance au poignet. Ça vient peut-être un peu de là aussi, quand même, le mythe. Ces montres ont été très belles. Une Rolex, ça n'a rien de bling-bling. Moi, je suis dans le marché de la seconde main et de la collection. Sur une étude de marché que j'ai faite, je m'aperçois que 70% des clients qui achètent une Rolex neuve ne connaissent pas l'histoire. L'histoire Rolex est une histoire fabuleuse, complètement fabuleuse. Elle démarre en 1927. Deux horlogers. Déjà, en Oui. 27. Deux horlogers, Windhoff et Heidegger, créent un mythe. En 1927, ils créent l'Oyster, c'est-à-dire étanche automatique. Mais ce n'est pas que des simples horlogers, c'est des génies du marketing. Parce qu'en 27, ils convoquent la presse mondiale, mettent la montre au poignet d'une championne du monde de natation et lui font traverser la marge. Ça, si ce n'est pas du génie du marketing, c'est quoi? Et une Rolex, c'est tout sauf bling bling. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est tout sauf bling-bling quand on regarde ta boutique, quand on regarde les vitrines. Maintenant, moi, les nouvelles Rolex, je les trouve un petit peu bling-bling. Le neuf, le marché du neuf. Est-ce que tu penses que dans le neuf, on va avoir des modèles qui vont tenir aussi longtemps, ou qui vont avoir la même élégance
dans 30 ou 40 ans, qui seront belles, qui seront des beaux objets, des bijoux? L'évolution de leur matière chez Rolex ne donneront plus de patine. Les matières sont de synthèse, à l'abri de toute patine. C'est-à-dire que tu achètes une céramique maintenant, ça sera la même dans 30 ans. Okay. Oui, donc c'est pas pareil. Hein. Et oui, il y a une sacrée différence. Moi, je vois les clients tournent et me disent, les nouvelles matières, ça nous plaît moins que ces pièces-là, qui ont une âme. C'est là où j'en reviens quand même à l'élégance de la montre, au design intemporel. C'est qu'il y a d'autres marques qui ont utilisé aussi ça. Il y a Breitling qui a utilisé dans l'aviation. Le Breitling montre des pilotes, mais bon, mais les Breitling n'atteignent pas ces niveaux de prix en vintage. Je ne pense pas. Alors, il faut savoir comment fonctionne Rolex. Ouais. Rolex fabrique actuellement environ 900 000 montres. Toute la série des professionnels, c'est-à-dire des montres historiques testées sur le terrain, est fabriquée au quota. Actuellement, tu l'attends. Si tu cherches une subdate céramique, tu peux attendre 2 mois. C'est leur façon de travailler. Ils ne surfabriquent pas. Parce que s'ils surfabriquaient, il y aurait une décote énorme. Rolex fabrique ses montres professionnelles au quota, ce qui donne un support, même dans les modèles récents. Comprends-tu ? Ensuite, dans les modèles anciens, il y a eu de la casse. Il y a eu des SAV, où les cadrans ont été changés, les boîtiers, enfin, ainsi de suite. Donc, la force majeure de Rolex, c'est de s'adapter à une crise. S'il y a une baisse actuellement de la croissance mondiale, ils sont capables de passer de 900 000 modèles à 700 000 modèles. Rolex ne prend pas sa clientèle pour des imbéciles. Il ne surfabrique pas. Et ça, c'est une force, parce que ça te donne une cote, ça te donne un levier, et voilà. Les montres pro, c'est quoi? Quels sont les modèles pro, en gros, quand tu me parles de montres... Explorer, Submariner. Alors, Explorer, ça a été utilisé par qui Les explorateurs. Les explorateurs? Pôle Nord, pôle Sud. Ah ouais. L'Himalaya, l'Everest. D'accord. Ensuite, Submariner, la plongée. Submariner, la Comex. Ouais. Les nageurs de combat. La Comex, c'est une... C'est une société marseillaise de haute technologie de plongée oui. qui excellait dans les années 90 et dont Rolex se servait pour tester leurs montres. Ah oui. Rolex a terriblement amélioré leur étanchéité, la valve à hélium, les aciers grâce à la Comex. C'était un terrain d'essai à Rolex. D'accord, mais quand on dit une Comex à vendre, oui. C'est quel type de montre? C'est une Submariner ou une Sea Dweller? Tu as eu pendant 30 ans toutes les séries Rolex qui sortaient en tant que professionnels dans le commerce, qui étaient faites pour la Comex, qui étaient gravées numéro de plongeur avec le logo Comex. Seulement, comme ces montres ont pris beaucoup de valeur, tu as beaucoup de faux cadrans, tu as beaucoup d'autres choses remontées. Pareil, on estime qu'il y a eu 2400 ou 2200 Comex. Le problème, c'est que si tu n'as pas une expertise parfaite, il peut y avoir des problèmes. Et en aviation, ça a été utilisé, les Rolex ont été utilisés? Paname, les GMT, double fuseau horaire. Ah ouais. Série limitée pour les pilotes de la Paname. D'accord. Et puis ensuite, pour les navigateurs, le GMT. Ah. Oui, donc ça, c'est le gros socle de pro qui fait que Rolex a poursuivi avec, bien en tête, les Cosmos. Sa notoriété. Quoi, voilà. Elle vient beaucoup de là. Hein, Newman a apporté beaucoup aux Cosmos. Beaucoup, énormément. Voilà. Mais ça, Newman, c'était aussi la course automobile. Oui. C'est ça. Il n'y a pas que le côté acteur, il y a la course automobile. Bien sûr, monde de pilote. Voilà. Seulement, avant de t'en servir, tu peux sortir de la route. Hein. La complication... Jean-Paul Belmondo a eu aussi une Rolex ou deux, non? Cosmo. Dans Peur sur la ville, dans différents films. Ouais. Voilà. Qu'il a gardé plus ou moins en bon état et qui s'est vendu à Genève dans une grande vente. Ah oui. Avec catalogue de vente. Alors oui, si je veux acheter une Rolex de collection, par exemple, comment je m'y prends? Parce que j'y connais pas grand-chose. Qui va me conseiller? Quelle garantie je vais avoir? C'est un petit peu comme quand on achète un tableau. Il me faut la traçabilité du tableau, il me faut la valeur du tableau, il faut que je sois sûr que l'histoire. Tout ça, c'est un peu comme ce que tu me racontais, l'histoire de la Rolex. Alors moi, j'arrive et je te dis, j'aimerais bien acheter une pièce de collection. Comment ça se passe? Je vais te répondre à la Michel Audiard. Chez nous, chez Olivine, c'est d'abord le conseil avant l'oseille. C'est déjà bien ça. Voilà. Je ne pensais pas à l'oseille, mais bon, c'est vrai qu'il faut y passer. C'est important. On est d'accord. Tout d'abord, on raconte l'histoire Rolex. Ensuite,
on raconte l'histoire de ces montres, ces professionnels, et après le client, selon son budget et selon son choix, opte ou ne n'opte pas. Mais nous sommes là pour renseigner le client. Mon fils et moi, nous avons créé une qualité d'expertise. Dans cette négoce-là, ce qui est important, c'est la qualité. Il faut savoir que sur les pièces de collection, le cadran représente 70% de la valeur de la montre. 70%. Oui. Ensuite, le boîtier. Ensuite, on fait une vérification au niveau des pièces de mouvement. Il ne suffit pas que la pièce soit toute d'origine, par exemple une pièce des années 78, toute d'origine. Il faut aussi qu'elle soit de qualité. Donc, cette expertise, sans être jugée partie, nous l'avons créée sur des critères qui sont des ventes aux enchères à Genève, 2 fois par an. Nous allons 2 fois par an à Genève pour étudier le marché, pour étudier les enchères. Notre expertise consiste à dire, voilà, sur une pièce de collection, si elle n'atteint pas 18 sur 20, nous ne l'achetons pas, nous ne la vendons pas. OK ? Parce que tu as des pièces à 14 sur 20, c'est une autre négoce. Nous avons joué la carte de la qualité. Nous avons 18, 19, 20 musées 2 fois. C'est des pièces exceptionnelles, c'est des pièces de musée qui ont été très très bien portées. Oui, alors j'ai bien compris que l'historique Rolex est important en tant que collectionneur, que la qualité de la montre est très importante, l'expertise de cette montre, sa qualité. Mais je me posais une question en regardant les photos. Est-ce que l'historique de cette montre, je regarde la photo de Steve McQueen par exemple, la montre qu'il a au poignet là, doit rajouter à l'intérêt, je ne parle pas spéculatif, mais à l'intérêt d'avoir cette montre-là qui lui a appartenu. Je veux dire, ça doit jouer, non, dans la valeur de cette montre-là. Énormément, énormément. Il n'a eu qu'une Rolex, une 5512. Ah, il a eu une seule Rolex ? Une seule Rolex, une 5512. Les Italiens, en 1990, quand ils créent le mythe sur les Rolex de collection, ils appellent l'Explorer 2 la Friccione, dit Steve McQueen, il n'en a jamais porté une. Jamais, jamais, jamais. Steve McQueen n'a eu qu'une 5512. Mais attends, mais c'est une pub qu'on lui a fait faire ou c'était une montre qu'il avait pour lui, qu'il a voulu pour lui ? Pas du tout, c'est une montre qu'il a achetée. Qu'il a achetée pour lui. Et on la voit dans certains films, on la voit dans certaines actualités, mais il n'a eu qu'une Rolex. Oui. Seulement, c'était une légende. Et quand cette montre qu'il offre à un ami avant sa mort se retrouve aux enchères à New York, c'est la montre d'un mythe qui passe aux enchères. Donc, elle a été estimée ridiculement bas. Elle avait été estimée sur une base de 20 à 30 000 $. Elle a fait 10 fois plus. Le seul problème, c'est que le cadran n'était pas d'origine à la montre. C'est une montre qui a subi un service, une montre de 1967, et qui s'est retrouvée avec un cadran de remplacement au tritium de 1977. Voilà. Si elle n'avait pas appartenu à Steve McQueen, c'est une montre qui aurait eu moins de valeur pour un collectionneur, moins de valeur sentimentale, j'allais dire, hein, parce que le spéculatif, on s'en fiche un peu quand on est un vrai collectionneur. Et donc elle s'est vendue, et elle n'a pas été revendue depuis. Non, elle n'est pas ressortie depuis, elle est certainement dans une grande collection. Et Paul Newman ? Ah, Paul Newman, alors là c'était quand même le monstre. On en entend parler de ça, des montres Paul Newman. Le monstre sacré, Paul Newman. Les Italiens donnent le nom de Paul Newman parce qu'il avait une prédilection pour les cadrans exotiques. Il adorait tout ce qui est Cosmo, c'est un pilote de course, hein, et il adorait les cosmographes, cadrans exotiques, et les collectionneurs ont dit ce sont des Paul Newman. Alors il faut savoir que les Paul Newman, il y a eu 2000 cadrans de faits. Il y en a 4000 sur le marché, beaucoup de faux cadrans. Ensuite, d'après nos expertises sur le terrain, on pense dire la vérité en disant qu'il n'y en a plus que 4 ou 500 de très belles, avec des poussées constantes aux enchères. Marché très difficile parce qu'il faut une expertise exacte sur la qualité, parce qu'elles atteignent des sacrés prix. Mais c'est une montre qui est devenue une icône, voilà. Tu dis il y a eu des faux cadrans exotiques. Le cadran exotique d'ailleurs, c'est quoi ? C'est le chemin de fer. Je te ferai voir tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, qui différencie, d'accord. Et il y a eu, tu dis il y a eu des faux cadrans. Bien sûr, mais dans les années. Toi, tu es capable de voir que c'est un faux cadran ? Oui, bien sûr.
Bien sûr. Donc si je voulais une Ponyman, voilà, tu me dis non, attention, cette... Absolument, absolument. Ah ouais, parce que ça, dis donc. Et non seulement, il n'y a aucun souci, mais loupe à la main, au bout de 1 ou 2 minutes, tu vas comprendre. Ah oui. Je vais t'aider et je vais te prouver que le cadran n'est pas d'origine. Ça se voit réellement, ça. Oui, absolument. D'accord. Très rapidement. D'accord. Alors, il y a quand même une anecdote qui est sympathique, où je ne me suis pas trompé, où j'ai eu une bonne visibilité. C'est que lorsqu'il y a 5 ans, je déclarais sur mon site internet que le mythe allait dépasser les prix records de la haute technologie, depuis 2 ans, certaines Rolex crèvent les plafonds. Voilà. On a l'impression que le monde entier recherche ces montres mythiques. C'est une analyse de marché. Il y a depuis 2-3 ans une raréfaction des produits, ce qui consolide le prix. Premièrement, ça n'a jamais été un marché volatile. Ça a été un marché qui a toujours été en hausse. Par contre, là, on vient de subir sur quelques pièces une accélération très forte. Après, par expérience, je sais qu'on peut atteindre un faux plat. Faux plat, ça veut dire que la pièce, elle bouge de 10-15% sur 5 ans. Et après, ça redémarre. Nous, notre problème, c'est pas de vendre, c'est de pouvoir obtenir ces pièces de qualité placées à partir de 18/20. Voilà, tout simplement. Mais alors, autour de toutes ces montres, de tous ces objets, il doit bien y avoir des histoires à raconter. Fabuleuses. Parce que ça fait longtemps que ça dure. Tu m'as dit que c'était en 1927 que ça avait commencé, tu m'as dit une fois. Oui. Il doit y avoir un tas d'histoires autour de la Rolex. Bien sûr, bien sûr. On a Tu n'as pas une capté. petite anecdote à me raconter? Si, bien sûr, j'en ai plusieurs. J'en ai des dizaines d'anecdotes à raconter. Celle qui me vient à l'esprit, c'est l'ancien plongeur de la Comex qui se reconvertit en plongée corail et exploration, Ouais. et qui se fait attaquer par une murène. Et c'est sa Rolex qui lui protège le poignet. Une attaque foudroyante. Mais là, elle a avalé la Rolex, la Non, murène? il a été en partie un peu blessé, mais la grande protection, ça a été sa montre. Ah, d'accord. L'attaque de la murène a été foudroyante, lui a fait sauter sa lunette et lui a abîmé le verre organique. C'est des histoires incroyables. Il a eu une poignée sauvée. Tu me dirais, il n'aurait pas eu la Rolex, il n'aurait pas été attaqué par la murène aussi, parce que le Parce que sentiment... la murène voulait une Rolex, Voilà, en fait. voulait une Rolex, voilà, t'as tout compris. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a le vulcanologue Haroun Taziev, qui est en mer de Chine sur un bateau avec sa femme. Le bateau coule. Le bateau coule. Il est sauvé par un chalutier indonésien de pêche qui sauve les hommes d'équipage, qui sauve Haroun Taziev, qui sauve sa femme. Et Haroun Taziev, pour remercier le capitaine, il lui offre son Explorer. Ah ouais. C'est une monnaie. Rolex, c'est du dollar, c'est de l'euro. Et on a des tas d'histoires comme ça. Pourquoi on s'intéresse moins à d'autres types de montres? Peut-être à cause du prix, parce que j'ai entendu des prix phénoménaux sur des montres à complications, etc. Donc on n'est pas dans ce domaine-là, là, chez Rolex. C'est un choix du client. Oui. Moi, je suis tombé passionné de Rolex. Jusqu'en 2010, j'étais multimarque. Maintenant, je ne fais uniquement que du Rolex, en seconde main et en collection. Je suis vraiment passionné par la marque. Et cette passion, on comprend bien que je la transmets. Je la transmets par mon site internet, par l'histoire. Il faut la raconter, cette histoire. Elle est exceptionnelle. C'est la seule marque au monde qui a cette histoire. Vous mettez une Rolex, vous partez à l'aventure. En plus, ce côté basique, vous portez une submarinaire, smoking, nageur, vous faites du jogging. Est-ce que vous pouvez faire du ski nautique avec une montre de grandes complications? Non. Ces modèles-là rentrent dans un patrimoine. On a des histoires de patrimoine incroyables. Il y a un mois, on vend à une personne un Cosmo Zénith de collection qui me dit « Monsieur Vautrin, j'ai hérité d'un pécule de mon grand-père. Pourquoi c'est important cet achat-là? Parce que je n'ai pas été élevé par mon père. Mon grand-père tenait beaucoup et avec ce pécule-là, je vais l'investir dans une pièce de collection pour avoir mon grand-père en souvenir au poignet. » C'est quand même une histoire touchante. C'est pas le côté bling-bling des Rolex, ça. Ouais. C'est le côté patrimoine. Et ça, on l'oublie trop souvent. Il y a dans ces montres-là des souvenirs, du garde-temps, des choses incroyables au niveau patrimoine. Alors quand les gens vous disent Rolex et bling-bling, bah, ils ne connaissent pas, encore une fois, ils ne connaissent pas l'histoire Rolex. Peut-être que les Rolex deviennent bling-bling. Quand on s'arrête dans une boutique Rolex, on voit beaucoup de Rolex avec des diamants, tout en or, etc. C'est le marché du neuf, ça.
C'est le marché du neuf. C'est le marché du neuf, Ouais. c'est le marché américain, c'est le marché asiatique, c'est un autre marché. Moi, je suis dans un autre marché. Voilà. Même dans le seconde main, on est dans les pros. D'ailleurs, il n'y a pas de Rolex de femmes de collection. Il n'y en a pas. C'est des modèles hommes qui ont surtout une histoire. La cote, c'est l'histoire de la Il montre. semblerait que les femmes, maintenant, portent des Rolex de collection qui étaient faites pour les hommes avant. Bien sûr, J'en ai vu, hein. les calibres Rolex pour les femmes ont terriblement évolué. Oui. Tu te rends compte qu'on arrive à vendre des Daito en 40 mm aux femmes, des submarinaires en 40 mm. Une submarinaire sans date sur 5 est vendue à une femme. Et c'est beau. En fait, si je comprends bien, Gérard, les clients que tu as initiés à la collection sont des gens qui vont plus jamais retourner au neuf. C'est pas la même clientèle. Je veux dire, neuf, collection, c'est pas du tout pareil. Tu n'as pas la même clientèle. Pas du tout. La clientèle qui achète du neuf, je ne l'ai pas, moi, puisque je fais que du seconde main en moderne et en collection. Ceci dit, beaucoup de clients qui ont des pièces de collection s'appuient également sur un ou deux modèles de neuf pour l'étanchéité, pour la résistance, quand ils font du bateau, quand ils font du jet ski. D'accord. Et t'es déjà arrivé d'obtenir une montre magnifique que tu n'aies pas envie de vendre, tellement elle te plaît? Ah oui, j'en ai une. Ah oui? J'en ai une qui pèse lourd. Ah oui? Et tu veux pas la vendre? Non, je ne veux pas la vendre. C'est un patrimoine. Est-ce que tu serais prêt à me montrer une pièce exceptionnelle, du très très beau? Oui. Je vais te faire voir une icône. C'est un cosmographe Daytona, cadran Paul Newman Panda de 1971, full set. Ah oui, là c'est vraiment une œuvre d'art. Véritable icône. Magnifique. Mais une telle pièce, Gérard, comment on l'entretient? Chez qui? C'est une pièce de collection qui s'entretient comme une œuvre d'art. Il faut porter ça à des gens consciencieux, parce que la moindre remise à neuf de ce genre de pièce dévalorise énormément. Et je ne peux pas l'envoyer chez Rolex, tout simplement? Le SAV sur Rolex dans le neuf est irréprochable, dans l'ancien et la grande collection. C'est-à-dire, si je casse une pièce dans cette montre parce qu'elle tombe, comment je la répare? On restaure comme une pièce ancienne. Dans l'automobile, on restaure les pièces. Mais la moindre pièce neuve, c'est cuit. Oui, Un changement de boîtier, par exemple, dévalorise énormément. Oui, c'est un peu comme les automobiles de collection. Voilà, c'est ce que je te disais. La valeur de ces montres-là, c'est le cadran et le boîtier. Ensuite, expertise du mouvement. Comprends bien que quand le boîtier est de remplacement ou quand le cadran est de remplacement, la chute est... Voilà. Donc il faut un horloger expert en montre de collection. Et que le collectionneur lui dit, vous ne touchez à rien, vous ne me changez rien. Vous me la nettoyez, vous me la faites marcher, vous me changez les joints. Ceci dit, c'est des montres qui ne sont... On ne va pas se baigner avec ce genre de choses. Et les révisions durent très 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 longtemps. C'est des choses qu'il faudrait faire réviser tous les 20 ans, avec minutie. Le moindre toucher est important. Sur un Cosmo moins important, un horloger qui laisse tomber sa pince sur un axe d'aiguille endommage le cadran. Donc il faut être sûr de son horloger. Voilà. Qui se paye en conséquence de sa qualité. Il y a beaucoup de risques de manipuler une pièce comme ça. Les index, la sortie du cadran. En valeur, comme ça, en gros, hein, c'est le prix d'une voiture de collection. La seule différence, c'est que pas d'entretien, marché non volatile, pas de place et une hausse constante au fil des années. Dans cette qualité qui est suprême, qui est au maxi. C'est magnifique. Cette pièce a une traçabilité complète. Et c'est une pièce qu'on a expertisée 2 fois musée. Le top. Bon, bah merci Gérard, hein. J'ai appris un tas de choses. J'ai vu de très belles choses, c'est magnifique. Seulement maintenant, j'ai envie de revenir, quoi, c'est ça. Eh oui. J'espère que tu vas m'apprendre encore un tas de choses. Oui, bien sûr, parce que l'histoire est vaste, le marché est vaste. Je pense que dans la vie, une des vérités, c'est de ne pas être à côté des choses. Et je pense qu'on s'évertue à être en plein dedans, dans l'évolution du marché, dans l'évolution Rolex, que ce soit dans la politique du neuf que dans la politique du seconde main ou de l'occasion.
Le principal, c'est de ne pas être à côté. Voilà. Eh ben, je Et te nous remercie. faisons tout pour être dedans. Grand merci en tout cas. N'hésite pas.